Les couverts cliquetaient contre la porcelaine dans un rythme monotone, le seul son qui brisait le silence oppressant de leur appartement parisien. Margot Thibault observait son mari à travers la vapeur qui s'élevait de son assiette, ses yeux verts scrutant ce visage qu'elle connaissait par cœur, mais qui lui semblait désormais celui d'un étranger. Sébastien Delarue mastiquait mécaniquement, son regard fixé sur un point invisible au-delà de la fenêtre donnant sur la Seine. Ses mains qui sauvaient des vies dans les blocs opératoires de l'hôpital Pitié-Salpêtrière, tenaient maladroitement sa fourchette, comme s'il découvrait l'usage de cet ustensile. « Comment s'est passée ta journée ?» murmura Margot, sa voix résonnant étrangement fort dans l'atmosphère feutrée. « Bien !» La réponse tomba sèche, sans émotion, sans même un regard vers elle. Margot sentit sa poitrine se serrer. Encore cette réponse monosyllabique qui avait remplacé leur longue conversation d'autrefois. Elle se souvenait encore de l'époque où Sébastien lui racontait ses opérations les plus délicates, ses yeux brillants d'une passion contagieuse pour son métier. Maintenant, il fallait lui arracher chaque mot comme on extrait une dent. Elle reposa sa fourchette, l'appétit coupé. Autour d'eux, leur appartement du 7e arrondissement témoignait d'une vie commune figée dans le temps. Les livres d'art de Margot soigneusement rangés sur les étagères, les revues médicales de Sébastien empilées sur la table basse, la photo de leur mariage qui trônait encore sur la cheminée comme un vestige d'un bonheur révolu. « J'ai restauré un Watteau aujourd'hui », tenta-t-elle encore, désespérée de créer un pont entre eux. Les couleurs étaient si abîmées que j'ai dû... « Margot, je suis fatiguée. » Ces 4 mots la frappèrent comme une gifle. Pas de curiosité, pas d'intérêt pour son travail qu'il admirait tant auparavant. Juste cette fatigue perpétuelle qui semblait l'habiter depuis des mois. Elle acquiesça silencieusement et se leva pour débarrasser, ses gestes précis cachant la tempête qui grondait en elle. Quand était-ce arrivé? Quand leur amour s'était-il transformé en cette cohabitation polie et glaciale? Ils ne se disputaient jamais, ne haussaient jamais le ton. C'était peut-être cela le plus effrayant, cette absence totale de passion, même dans le conflit. Sébastien disparut dans son bureau sans un mot, laissant Margot seule avec la vaisselle et ses pensées tumultueuses. Elle observa son reflet dans la vitre de la cuisine, ses cheveux châtains attachés en chignon défait, ses traits tirés par des mois de solitude à deux. À 34 ans, elle se sentait comme une veuve de son propre mariage. Le bruit de l'eau qui coulait dans l'évier masquait ses sanglots silencieux. Elle pensait de plus en plus souvent à Amélie, sa collègue restauratrice qui venait de divorcer et qui rayonnait d'une liberté nouvelle. « Tu sais, Margot, » lui avait-elle dit la semaine dernière, « parfois c'est plus courageux de partir que de rester. » Ces mots résonnaient maintenant dans sa tête comme un écho persistant. Était-ce vraiment de la lâcheté que de vouloir préserver ce qui restait de leur union? Ou était-ce de l'aveuglement de ne pas voir que leur histoire était déjà terminée? Plus tard dans la soirée, allongés dans leur lit conjugal, ce territoire neutre où ils dormaient côte à côte sans jamais se toucher, Margot fixait le plafond en écoutant la respiration régulière de Sébastien. Il s'endormait toujours rapidement, comme si le sommeil était une échappatoire bienvenue. Elle, au contraire, restait éveillée des heures, ressassant les souvenirs de leur début. Leur rencontre dans ce petit café de Montmartre, où elle commandait toujours un chocolat chaud et lui un expresso serré. Leur promenade le long de la Seine, main dans la main, planifiant un avenir qui leur semblait alors indestructible. Quand avait-il cessé de la regarder avec ses yeux amoureux? Quand avait-elle arrêté d'espérer ce regard? Le lendemain matin, Sébastien partit pour l'hôpital avant même qu'elle ne se réveille, laissant seulement l'odeur persistante de son eau de toilette dans la salle de bain. Margot découvrit une tasse de café encore chaude sur le comptoir de la cuisine, un geste machinal qu'il accomplissait chaque matin depuis des années, sans pour autant que cela signifie quoi que ce soit. Elle s'habilla mécaniquement pour se rendre à l'Institut national du patrimoine où elle travaillait, enfourna rapidement une viennoiserie achetée la veille et quitta l'appartement avec le sentiment oppressant qu'elle fuyait sa propre vie. Dans le métro bondé de la ligne 4, serré contre des inconnus, Margot réalisa avec amertume qu'elle se sentait moins seule au milieu de cette foule anonyme que dans son propre foyer. Ce soir-là, comme tous les autres, elle prépara le dîner avec la précision d'un automate. Sébastien rentrerait vers 20h, ils s'installerait face à face dans un silence pesant, et la soirée s'écoulerait dans cette routine mortifère qui était devenue leur nouvelle normalité. Mais au fond de son cœur, une petite voix commençait à murmurer qu'elle méritait peut-être mieux que cette existence en demi-teinte. Peut-être était-il temps d'écouter les conseils d'Amélie et de reprendre sa vie en main. Après tout, mourir à petit feu n'était pas vraiment vivre. 3 semaines s'écoulèrent dans la même monotonie suffocante.
Margot avait pris rendez-vous avec un avocat spécialisé dans les divorces, maître Dubois, pour le vendredi suivant. Elle gardait sa carte de visite cachée dans son portefeuille comme un secret honteux qu'elle n'osait pas encore révéler au grand jour. Ce jeudi soir-là ne semblait pas différent des autres. Margot avait préparé un bœuf bourguignon, l'un des rares plats que Sébastien appréciait encore, et dressé la table avec leurs plus belles assiettes. Un dernier élan romantique, peut-être, avant de franchir le point de non-retour. Sébastien arriva avec 20 minutes de retard, comme d'habitude. Il marmonna une excuse à propos d'une urgence au bloc opératoire, retira sa veste et s'installa face à elle. Margot observa ses traits tirés, les cernes qui creusaient ses yeux bleus, cette fatigue permanente qui semblait l'habiter depuis des mois. « Ça sent bon », dit-il simplement en se servant. Ces deux mots résonnèrent étrangement dans le silence habituel. Margot leva les yeux, surprise par cette tentative de conversation, même minimale. Sébastien évitait toujours son regard, concentré sur son assiette comme si elle contenait les mystères de l'univers. « J'ai pensé que tu aimerais », répondit-elle prudemment, testant cette brèche inattendue dans leur mur de silence. Il hocha la tête sans répondre, et Margot sentit ses espoirs retomber. Ils mangèrent en silence pendant plusieurs minutes, le cliquetis des couverts orchestrant leur symphonie de solitude habituelle. Puis quelque chose d'extraordinaire se produisit. Margot racontait machinalement sa journée, plus pour meubler le silence que par réelle envie de partager, lorsqu'elle mentionna l'anecdote d'un jeune stagiaire qui avait confondu un pinceau de martre avec un pinceau en soie de porc et avait failli endommager un fragonard du XVIIIe siècle. « Il a pâli tellement vite que j'ai cru qu'il allait s'évanouir sur place », conclut-elle. Le pauvre garçon tremblait comme une feuille. C'est alors que cela arriva. Sébastien leva la tête et sourit. Pas ce rictus poli qu'il arborait parfois en société. Non, un vrai sourire. Celui qui creusait de petites rides au coin de ses yeux, celui qui transformait complètement son visage, celui qui avait fait battre le cœur de Margot 15 ans plus tôt dans ce café de Montmartre. « Je l'imagine bien, » dit-il, et sa voix portait une chaleur qu'elle n'avait pas entendue depuis des mois. « Tu as toujours eu ce don pour rassurer les gens, même dans les situations les plus stressantes. » Margot resta figée, sa fourchette suspendue à mi-chemin entre son assiette et sa bouche. Qui était cet homme qui lui souriait tendrement? Où était passé l'étranger distant qui partageait sa table depuis si longtemps? « Tu te souviens ?» continua Sébastien, son regard plongé dans le sien pour la première fois depuis des semaines. « De notre première rencontre, tu consolais cette serveuse qui avait renversé du café sur ma chemise. Tu t'excusais presque plus qu'elle. » Le cœur de Margot fit un bond dans sa poitrine. Il se souvenait. Après tous ces mois de silence, il gardait encore en mémoire ce moment précieux qui avait marqué le début de leur histoire. « Je me souviens », murmura-t-elle, sa voix à peine audible. « Tu as dit que ça ne faisait rien, que de toute façon tu détestais cette chemise. Et toi, tu as ri, ce rire cristallin qui m'a complètement désarmé. » Son sourire s'élargit et Margot eut l'impression de remonter le temps. « J'ai commandé 3 cafés supplémentaires juste pour rester près de toi. » Un silence différent s'installa entre eux. Pas cette chape de plomb habituelle, mais quelque chose de doux, de nostalgique. Margot sentit des larmes lui monter aux yeux. Des larmes de soulagement, d'espoir, de reconnaissance pour ce cadeau inattendu. « Sébastien, » commença-t-elle, mais il secoua doucement la tête. « Pas ce soir, Margot. Ce soir, contentons-nous de ce moment. » Elle acquiesça, comprenant instinctivement qu'il ne fallait pas briser cette magie fragile avec des questions ou des reproches. Ils terminèrent leur dîner dans un silence apaisé, ponctué de regards furtifs et de sourires timides. Quand Sébastien se leva pour débarrasser, chose qu'il n'avait pas faite depuis des mois, il effleura l'épaule de Margot en passant derrière elle. Ce contact léger, presque imperceptible, la fit frissonner. Sa peau gardait encore le souvenir de ses caresses d'autrefois. « Merci pour ce dîner », dit-il en déposant un baiser fugace sur le sommet de sa tête. C'était délicieux. Il disparut dans la salle de bain, laissant Margot seule avec ses émotions en ébullition. Elle porta machinalement sa main à l'endroit où ses lèvres s'étaient posées, comme pour retenir cette tendresse inattendue. Plus tard, allongée dans leur lit, elle écouta Sébastien se glisser sous les draps. Pour la première fois depuis des mois, il ne se tourna pas immédiatement vers son côté du lit. Il resta sur le dos, et Margot percevait sa respiration irrégulière dans l'obscurité. « Bonne nuit, Margot », murmura-t-il finalement. « Bonne nuit », répondit-elle, sa voix étranglée par l'émotion. Cette nuit-là, Margot ne resta pas éveillée à ressasser ses regrets. Elle s'endormit le cœur léger, bercée par l'espoir fou que peut-être tout n'était pas perdu. Peut-être que sous la glace de ces derniers mois, leur amour couvait encore, attendant le bon moment pour renaître.
Dans son portefeuille, la carte de Maître Dubois semblait soudain moins urgente, moins nécessaire. Un sourire avait suffi à tout remettre en question. Un simple sourire avait rallumé une flamme qu'elle croyait éteinte à jamais. Le vendredi matin, Margot se réveilla avec une sensation étrange, comme si le monde avait imperceptiblement changé de couleur pendant la nuit. La lumière dorée qui filtrait à travers les rideaux de leur chambre lui sembla plus chaude, plus vivante. Sébastien était déjà parti, mais pour la première fois depuis des mois, il avait laissé plus qu'un simple café sur le comptoir. À côté de la tasse fumante, un petit mot griffonné sur un bout de papier « Bonne journée, M ». Monsieur, cette abréviation tendre qu'il utilisait au début de leur relation et qui avait disparu avec le temps. Margot caressa le papier du bout des doigts, souriant malgré elle. C'était si peu de choses, et pourtant cela représentait un océan de possibilités. Elle annula son rendez-vous avec Maître Dubois. Un empêchement de dernière minute, mentit-elle à la secrétaire, incapable d'expliquer qu'un simple sourire et 2 lettres griffonnées avaient suffi à ébranler des semaines de résolution. À l'Institut, Margot travailla sur la restauration d'un portrait de Marie-Antoinette avec une énergie nouvelle. Ses collègues remarquèrent son humeur changer. Amélie, toujours perspicace, l'interrogea pendant la pause déjeuner. « Tu rayonnes aujourd'hui, il s'est passé quelque chose ?» Margot hésita. Comment expliquer qu'un sourire avait tout changé? Comment dire qu'elle avait retrouvé espoir dans un geste si simple qu'il en paraissait dérisoire? Sébastien et moi, nous avons eu un bon moment hier soir. Un bon moment? Amélie arqua un sourcil sceptique. Margot, tu parlais de divorce il y a 1 semaine. Je sais, soupira Margot en remuant son thé. Mais parfois on se trompe. Parfois on abandonne trop vite. Amélie posa sa main sur la sienne avec une douceur inquiète. Fais attention à ne pas te bercer d'illusions. Un couple ne se répare pas avec de bonnes intentions. Ces mots suivirent Margot tout l'après-midi, mais elle refusa de les laisser ternir son espoir naissant. Elle rentra chez elle avec l'impatience d'une adolescente, attendant son premier rendez-vous. Sébastien arriva plus tôt que d'habitude, vers 19 heures. Il semblait moins fatigué, ou peut-être était-ce elle qui le voyait différemment. Il portait cette chemise bleue qu'elle aimait tant, celle qui faisait ressortir la couleur de ses yeux. « Comment s'est passée ta journée ?» demanda-t-il, en posant ses clés sur la console de l'entrée. Cette question, si banale en apparence, résonna comme une mélodie oubliée. Depuis quand ne s'étaient-ils plus enquis mutuellement de leur journée? « Bien, répondit Margot, puis elle se reprit. « Non, très bien même. J'ai avancé sur le portrait de Marie-Antoinette. Les dégâts étaient moins importants que prévu. » Sébastien s'approcha d'elle dans la cuisine où elle préparait le dîner. Il observa ses gestes précis, la façon dont elle éminçait les légumes avec une concentration délicate. « Tu as toujours eu des mains magiques, » dit-il doucement, pour redonner vie aux choses abîmées. Margot s'immobilisa, le couteau suspendu au-dessus de la planche à découper. Il y avait tant de sous-entendus dans cette phrase. Parlait-il vraiment de son travail? « Et toi ?» parvint-elle à articuler. « Ton opération de ce matin? Réussie. » Il marqua une pause, puis ajouta « Un anévrisme délicat. Madame Beaumont, 68 ans. Elle pourra voir naître son premier arrière-petit-fils au printemps. » C'était la première fois depuis des mois qu'il partageait des détails sur son travail. Margot se tourna vers lui, émue par cette confiance retrouvée. « Tu lui as sauvé la vie. »« C'est mon métier, » répondit-il avec cette modestie qui l'avait toujours touché. « Mais oui, elle vivra. Et c'est ce qui compte. » Le dîner se déroula dans une atmosphère plus détendue que la veille. Ils parlèrent de choses simples. Les travaux prévus sur leur immeuble, le nouveau restaurant japonais qui venait d'ouvrir rue de Rivoli, les premières couleurs de l'automne dans les jardins du Luxembourg. Rien d'extraordinaire, et pourtant, tout était différent. Sébastien la regardait vraiment quand elle parlait. Il souriait parfois de ces petits sourires fugaces qui réchauffaient le cœur de Margot. Après le dessert, au lieu de disparaître dans son bureau comme à l'accoutumée, Sébastien resta à table. « Tu veux regarder un film ?» proposa-t-il timidement. « Il y a cette comédie française que tu voulais voir. » Margot faillit renverser son verre de vin. Quand avait-il remarqué qu'elle souhaitait voir ce film? Depuis quand faisait-il attention à ses envies? Ils s'installèrent sur le canapé du salon, gardant une distance respectable, mais conscients l'un de l'autre. Margot observait Sébastien à la dérobée, notant chaque détail, la façon dont il avait retroussé ses manches, révélant ses avant-bras qu'elle avait toujours trouvés si séduisants, le pli de concentration entre ses sourcils quand il suivait l'intrigue, ce geste machinal qu'il avait de passer sa main dans ses cheveux. À un moment, pendant une scène particulièrement drôle, leurs regards se croisèrent et ils éclatèrent de rire ensemble. Un rire complice, spontané qui les ramena des années en arrière. « On rit toujours aux mêmes choses », constata Sébastien avec une tendresse dans la voix.
Certaines choses ne changent jamais, répondit Margot, et elle réalisa qu'elle parlait de bien plus que d'un simple sens de l'humour. Quand le film se termina, ils restèrent assis en silence, peu pressés de briser cette parenthèse enchantée. Margot sentait la chaleur qui émanait du corps de Sébastien, si proche et pourtant encore si lointain. « Margot, dit-il soudain, sa voix grave et hésitante, ces derniers mois, je sais que ça n'a pas été facile. » Elle retint son souffle, pressentant qu'il était sur le point de s'ouvrir, de lui expliquer ce qui s'était passé entre eux. Mais au lieu de continuer, il se leva brusquement, comme effrayé par ses propres mots. « Il se fait tard, je vais me coucher. » Margot resta seule sur le canapé, frustrée par cette confidence avortée. Sébastien avait été sur le point de parler, elle en était certaine. Quelque chose l'en avait empêché, quelque chose de plus fort que sa volonté de se rapprocher d'elle. Cette nuit-là, allongée dans le noir, elle entendit Sébastien se tourner et se retourner dans le lit. Il ne dormait pas non plus. Elle mourait d'envie de tendre la main, de franchir ces quelques centimètres qui les séparaient, mais elle n'osait pas. Pas encore, mais pour la première fois depuis des mois, elle avait la certitude qu'ils avançaient dans la bonne direction. Lentement, prudemment, mais sûrement. Comme on restaure un tableau précieux, avec patience, délicatesse et un amour infini pour ce qui mérite d'être sauvé. Les jours suivants s'écoulèrent dans cette douce illusion d'un couple qui renaît. Sébastien continuait ses petites attentions, un café préparé avec soin, des questions sur le travail de Margot, des soirées partagées devant la télévision. Mais plus elle l'observait, plus Margot remarquait des détails troublants qui venaient ternir ce tableau idyllique. Il y avait cette façon qu'il avait de sursauter quand son téléphone sonnait, comme s'il s'attendait toujours à une mauvaise nouvelle. Ces moments où son regard se perdait dans le vide, chargé d'une mélancolie qu'elle ne parvenait pas à déchiffrer. Ces nuits où elle l'entendait se lever silencieusement pour aller boire un verre d'eau dans la cuisine, y restant parfois 1 heure entière. Ce mardi soir-là, Margot préparait une ratatouille, plat réconfortant de son enfance provençale, quand elle remarqua que Sébastien pianotait nerveusement sur la table de la cuisine. Ses doigts tremblaient légèrement, détail qu'elle n'aurait jamais remarqué si elle n'avait pas retrouvé l'habitude de l'observer. « Tu vas bien ?» demanda-t-elle en se retournant vers lui. « Oui, pourquoi ?» Sa réponse fusa trop rapidement, trop défensivement. « Tes mains, elles tremblent un peu. » Sébastien regarda ses propres mains comme si elles appartenaient à un étranger, puis les glissa sous la table. « Fatigue, marmonna-t-il. Longue journée au bloc. » Margot fronça les sourcils. Jamais en 15 ans, elle n'avait vu les mains de Sébastien trembler, même après les opérations les plus éprouvantes. Ses mains étaient son outil de travail, sa fierté. Un neurochirurgien ne pouvait pas se permettre le moindre tremblement. « Sébastien, insista-t-elle doucement, depuis quand as-tu des tremblements ? » « Je n'ai pas de tremblement, explosa-t-il soudain, avec une violence qui la fit reculer. « Arrête de me surveiller comme si j'étais malade. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Sébastien réalisa immédiatement qu'il était allé trop loin. Son visage se décomposa, et il passa une main dans ses cheveux avec ce geste d'épuisement qu'elle connaissait bien. « Pardon, murmura-t-il. Je ne voulais pas... Pardonne-moi, Margot. » Elle acquiesça silencieusement, mais quelque chose s'était brisé dans cette cuisine. Cette colère disproportionnée cachait forcément autre chose. Sébastien n'était pas du genre à exploser pour si peu. Le dîner se déroula dans un malaise palpable. Sébastien picora à peine dans son assiette et Margot nota qu'il avait perdu du poids ces dernières semaines. Comment ne l'avait-elle pas remarqué plus tôt? Ses vêtements flottaient légèrement sur son corps d'ordinaire athlétique. « Tu ne manges plus assez », constata-t-elle avec une douceur prudente. « J'ai moins d'appétit en ce moment », répondit-il évasivement. « C'est passager. » Encore cette réponse trop rapide, cette façon de balayer ses inquiétudes d'un revers de main. Margot sentit monter en elle une frustration familière. Ils étaient en train de rejouer la même partition. Elle s'inquiétait, il minimisait, elle insistait, il se fermait. Après le dîner, Sébastien prétexta des dossiers médicaux à réviser et s'enferma dans son bureau. Margot resta seule dans le salon, tournant en rond comme un animal en cage. Elle ne supportait plus ses non-dits, ses évitements constants. Vers 22 heures, elle frappa à la porte de son bureau. « Sébastien, on peut parler ? » « Je suis occupée, Margot. Demain, peut-être. »« Non, maintenant. » Sa propre fermeté la surprit. « S'il te plaît. » Un long silence, puis le bruit de la chaise qui roulait sur le parquet. Sébastien ouvrit la porte, l'air résigné d'un homme qui sait qu'il ne peut plus fuir. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» attaqua directement Margot. « Ne me dis pas que tout va bien parce que ce n'est pas vrai. Tu trembles, tu maigris, tu dors mal. Qu'est-ce que tu me caches ?» Sébastien s'appuya contre l'encadrement de la porte
soudain très pâle. Margot crut qu'il allait enfin parler, tout avouer, mais il secoua la tête. « Tu imagines des choses. Je vais bien. »« Arrête !» cria-t-elle, à bout de patience. « Arrête de me mentir. Je ne suis pas aveugle, Sébastien. Quelque chose cloche depuis des mois, et maintenant que nous essayons de nous retrouver, tu continues à me tenir à distance. Parce que certaines choses sont mieux gardées pour soi, répliqua-t-il avec une dureté qu'elle ne lui connaissait pas. Mieux pour qui? Pour toi? Parce que moi, je crève de ne rien comprendre à ce qui nous arrive. Des larmes de rage coulaient sur ses joues. Elle en avait assez de ces quelques jours de bonheur suivis de rechutes inexpliquées. Elle en avait assez de l'aimer à moitié, de vivre avec un homme qui la tenait délibérément à l'écart de sa vie. Sébastien la regardait pleurer avec une expression déchirante, comme s'il assistait à sa propre mort. Il tendit la main vers elle, puis la laissa retomber. « Je ne peux pas, » murmura-t-il, et sa voix se brisa. « Je ne peux pas te dire certaines choses, Margot. Pas maintenant. »« Pourquoi ?» sanglota-t-elle. « Pourquoi tu ne peux pas? Nous sommes mariés. Nous sommes censés partager nos vies. Parce que... » Il ferma les yeux, luttant visiblement contre lui-même. « Parce que si je te dis la vérité, tu ne me regarderas plus jamais de la même façon. » Ces mots la frappèrent comme une gifle. Quelle vérité pouvait être si terrible qu'elle changerait fondamentalement leur relation? 1000 possibilités terrifiantes défilèrent dans son esprit. Une liaison, des dettes, des problèmes avec la justice. « Tu me sous-estimes », parvint-elle à articuler entre ses larmes. « Tu me sous-estimes. Et c'est ça qui nous détruit. » Sébastien ouvrit les yeux et la regarda avec une intensité bouleversante. Pour un instant, elle crut qu'il allait céder, qu'il allait enfin lui faire confiance. Mais il recula d'un pas et referma doucement la porte de son bureau. Margot resta plantée dans le couloir, face à cette porte close qui symbolisait tout ce qui n'allait pas dans leur couple. Elle posa sa paume contre le bois, imaginant Sébastien de l'autre côté, probablement effondré sur sa chaise. Ils s'aimaient, elle en était certaine. Mais l'amour suffisait-il quand l'un des deux refusait obstinément de se laisser aimer complètement? Cette nuit-là, Margot s'endormit sur le canapé du salon, incapable de regagner leur lit conjugal. Elle rêva de murs infranchissables et de portes qui se refermaient encore et encore sur l'homme qu'elle aimait mais ne parvenait plus à atteindre. Au petit matin, elle trouva une couverture soigneusement disposée sur elle. Sébastien était déjà parti travailler, mais il avait laissé un autre petit mot sur la table basse. « Pardon pour hier soir, je t'aime, M. » 3 petits mots qui disaient tout et rien à la fois. Margot froissa le papier dans sa main et pleura de nouveau, comprenant qu'aimer quelqu'un qui refuse de se laisser aider était peut-être la forme de solitude la plus cruelle qui soit. Les semaines qui suivirent leur dispute furent marquées par une danse étrange entre rapprochement et éloignement. Sébastien semblait tiraillé entre son désir évident de se reconnecter avec Margot et cette force invisible qui le poussait à maintenir ses distances. Certains matins, il la serrait brièvement contre lui avant de partir, comme s'il voulait graver ce contact dans sa mémoire. D'autres jours, il disparaissait avant même qu'elle ne se réveille. Margot, de son côté, oscillait entre l'espoir et l'exaspération. Elle avait choisi de ne plus poser de questions directes, espérant que la patience réussirait là où la confrontation avait échoué. Mais observer l'homme qu'elle aimait se consumer de l'intérieur, sans pouvoir l'aider, était une torture quotidienne. Ce vendredi matin-là, en se rendant à l'Institut, Margot croisa Dr Lefebvre dans le métro. Antoine Lefebvre était un collègue de Sébastien à Pitié-Salpêtrière, un homme jovial qu'elle avait rencontré à plusieurs reprises lors de dîners hospitaliers. « Margot !» s'exclama-t-il en l'apercevant. « Quelle bonne surprise! Comment allez-vous ?»« Très bien, docteur Lefebvre. Et vous ?»« Oh, appelez-moi Antoine, voyons. Toujours ce même formalisme. » Il marqua une pause, son expression devenant plus sérieuse. « Comment va Sébastien ? Je ne l'ai pas vu depuis quelques semaines au service. » Le cœur de Margot fit un bond. « Comment ça? Vous ne l'avez pas vu? Eh bien, il est en congé, non? Enfin, c'est ce qu'on nous a dit. Un congé pour raison personnelle. » Antoine sembla remarquer son expression troublée. « Vous n'étiez pas au courant ?» Margot sentit le sol se dérober sous ses pieds. Sébastien partait tous les matins comme s'il allait travailler. Il rentrait aux mêmes heures, racontait parfois des anecdotes sur ses patients. Comment pouvait-il être en congé? « Non, » murmura-t-elle, « je ne savais pas. » Antoine parut immédiatement regretter ses paroles. « Oh, je suis désolé, j'ai sans doute mal compris. Vous savez comment sont les rumeurs à l'hôpital. » Mais Margot n'écoutait plus. Elle descendit à la station suivante, oubliant complètement sa destination. Dans la rue, elle appela le secrétariat du service de neurochirurgie. « Bonjour, je suis Margot Delarue.
l'épouse du docteur Sébastien Delarue. Pourriez-vous me dire s'il est de garde aujourd'hui? Oh, Madame Delarue. Non, votre mari n'est pas de service. Il est en arrêt depuis... Attendez, depuis 3 semaines maintenant. 3 semaines, exactement depuis leur réconciliation, depuis ce fameux sourire qui avait tout changé. Margot raccrocha, tremblante. Où allait Sébastien tous les matins? Que faisait-il de ses journées? Elle rentra chez elle d'un pas mécanique, l'esprit en ébullition. L'appartement lui sembla soudain étranger, comme si elle le découvrait pour la première fois. Combien d'autres mensonges se cachaient entre ces murs? Elle erra d'une pièce à l'autre, cherchant des indices qu'elle avait peut-être négligés. Dans la salle de bain, elle remarqua un flacon de médicaments qu'elle n'avait jamais vu. Des antinauséeux. Pourquoi Sébastien aurait-il besoin d'antinauséeux? Sa recherche la mena jusqu'au bureau de son mari. Elle hésita longtemps devant la porte fermée. Fouiller dans les affaires de Sébastien était une violation de son intimité, mais le mensonge sur son travail changeait tout. Elle avait le droit de savoir ce qui se passait dans sa propre vie. Le bureau était impeccablement rangé, comme toujours. Trop rangé, peut-être. Margot ouvrit les tiroirs un à un, cherchant elle ne savait quoi. Dans le tiroir du bas, sa main se referma sur une enveloppe administrative. Un courrier de la Sécurité sociale concernant une prise en charge à 100%. Caldet 30. Affection de longue durée. Tumeur maligne. Les mots dansèrent devant ses yeux. Elle dut s'asseoir pour ne pas tomber. Une tumeur maligne. Son mari avait un cancer, et il ne lui avait rien dit. Avec des gestes tremblants, elle continua ses recherches. D'autres documents apparurent. Des prescriptions d'examen, des rendez-vous avec un oncologue du nom de Dr Ramos, des résultats d'analyse sanguine qu'elle ne comprenait pas, mais dont les valeurs semblaient alarmantes. Le plus récent des documents datait de la veille. Un compte-rendu de consultation qui mentionnait une évolution défavorable et la nécessité de réfléchir aux options thérapeutiques restantes. Margot laissa tomber les papiers et porta ses mains à sa bouche pour étouffer son cri. Sébastien était malade, gravement malade, et depuis des mois, il affrontait cette épreuve seul, pendant qu'elle se plaignait de leur distance, pendant qu'elle envisageait le divorce. Tout prenait sens maintenant. Sa fatigue, sa perte d'appétit, ses regards perdus dans le vide, ses tremblements qu'il attribuait au stress. Ces rendez-vous mystérieux n'étaient bénis pas des infidélités, mais des séances de chimiothérapie. Ces congés n'étaient pas des mensonges, mais une nécessité médicale. Et ce sourire, ce fameux sourire qui avait rallumé leur amour, c'était celui d'un homme qui savait qu'il n'aurait peut-être plus beaucoup d'occasions de sourire à sa femme. Margot pleura longtemps, assise par terre au milieu des documents éparpillés. Elle pleura sur le temps perdu, sur les mots non dits, sur cet homme courageux qui préférait souffrir seul plutôt que de la faire souffrir avec lui. Quand elle entendit la clé dans la serrure, elle n'eut que le temps de tout remettre en place et de s'installer au salon, un livre ouvert sur les genoux pour masquer son trouble. Sébastien entra, pâle et visiblement épuisé. Il la salua d'un sourire fatigué et se dirigea vers la cuisine. « Comment s'est passée ta journée ?» demanda-t-elle d'une voix qu'elle espérait naturelle. « Bien. Et toi ?» Ce mensonge quotidien lui broya le cœur. Elle le regarda préparer son thé avec des gestes plus lents qu'avant, remarquant maintenant tous ces détails qu'elle avait attribués au stress du travail. « Sébastien, dit-elle doucement, j'aimerais qu'on parte en week-end, juste nous deux, comme avant. » Il se retourna, surpris par cette proposition inattendue. Dans ses yeux, elle lut une envie folle d'accepter, mais aussi cette peur constante qui l'habitait désormais. « Je ne sais pas si c'est une bonne idée. S'il te plaît, insista-t-elle. Nous avons besoin de temps ensemble, loin de tout. » Il l'observa longuement, comme s'il cherchait à percer ses intentions. Finalement, il hocha la tête. « D'accord, où veux-tu aller ? N'importe où, pourvu que ce soit avec toi. » Cette nuit-là, Margot resta éveillée à observer son mari endormi. Dans le sommeil, ses traits étaient détendus, presque paisibles. Elle avait envie de le réveiller, de lui dire qu'elle savait tout, qu'ils pouvaient affronter cette épreuve ensemble. Mais elle comprenait maintenant pourquoi il se taisait. Il voulait la protéger de sa peur. À son tour, elle devrait trouver la force de le protéger de la sienne. Margot avait choisi Étretat, cette petite ville normande où ils avaient passé leur lune de miel 15 ans plus tôt. Elle espérait que ces falaises blanches et cette mer infinie réveilleraient en Sébastien l'envie de se confier, ou du moins de profiter de chaque instant comme s'il était précieux. Le trajet en voiture se déroula dans un silence ponctué de tentatives de conversation avortées. Sébastien conduisait avec prudence, ses mains agrippées au volant avec une tension qui trahissait son état. Margot l'observait discrètement, notant chaque signe de fatigue,
chaque grimace qu'il tentait de dissimuler. « Tu te souviens de notre première fois ici ?» demanda-t-elle alors qu'ils traversaient les derniers villages avant la côte. Un sourire fugace éclaira le visage de Sébastien. « Tu avais insisté pour escalader les falaises malgré le vent. Je n'arrêtais pas de te dire que c'était dangereux. Et toi, tu me suivais en marmonnant que j'allais finir par nous tuer tous les deux. J'avais raison d'ailleurs, tu avais glissé au dernier moment. Mais tu m'avais rattrapé. » Margot posa sa main sur la sienne. « Tu m'as toujours rattrapé. » Sébastien entremêla leurs doigts, et elle sentit combien sa peau était devenue fine, presque translucide. Comment avait-elle pu ne pas remarquer ces changements plus tôt? Ils s'installèrent dans le même hôtel que lors de leur lune de miel, une charmante auberge face à la mer. Leur chambre donnait sur les jardins d'Étretat, et Margot ouvrit grand les fenêtres pour laisser entrer l'air marin. « On va se promener ?» proposa-t-elle. Sébastien hésita. « Je suis un peu fatigué par la route. Et si on se reposait d'abord ?» Margot acquiesça, mais elle savait que cette fatigue n'avait rien à voir avec les 2 heures de conduite. Elle s'allongea à côté de lui sur le lit, écoutant sa respiration qui se faisait plus laborieuse quand il pensait qu'elle ne faisait pas attention. Plus tard dans l'après-midi, ils descendirent sur la plage. Le vent était fort, et Sébastien remonta le col de sa veste en frissonnant. Margot réalisa qu'il avait toujours froid maintenant, même par temps doux. « On rentre ?» suggéra-t-elle au bout d'une demi-heure de marche. « Non, ça va, j'aime être ici avec toi. » Il s'arrêta face à la mer, les mains dans les poches, le regard perdu vers l'horizon. Margot sentit qu'il était sur le point de parler, de dire enfin ce qui lui pesait tant. « Margot » commença-t-il, sa voix presque couverte par le bruit des vagues. « Si quelque chose m'arrivait, qu'est-ce que tu ferais ?» Le cœur de Margot se serra. « Qu'est-ce que tu veux dire ?»« Je ne sais pas. Un accident, une maladie. La vie est si fragile, tu sais. Chaque jour à l'hôpital, je vois des gens qui pensaient avoir toute la vie devant eux. » Elle eut envie de crier qu'elle savait qu'il n'avait plus besoin de porter ce fardeau seul, mais quelque chose dans son attitude la retint. Il avait besoin de parler à son rythme. « Je ne veux pas y penser, » répondit-elle. « Tu es là, c'est tout ce qui compte. »« Mais si ça arrivait, » insista-t-il, « tu te remarierais? Tu serais heureuse ?» Margot se tourna vers lui, bouleversée par la douleur qu'elle lisait dans ses yeux. « Sébastien, pourquoi tu me demandes ça? Parce que j'ai besoin de savoir que tu vivras. Vraiment. Que tu ne resteras pas enfermé dans nos souvenirs. »« Arrête, » murmura-t-elle, les larmes aux yeux. « Arrête de parler comme si... » « Comme si quoi? Comme si tu allais mourir, » pensa-t-elle, mais elle ne put prononcer ces mots. Ce soir-là, au restaurant de l'hôtel, Sébastien commanda un verre de vin rouge, puis le repoussa après la première gorgée. « Il a un goût bizarre, » expliqua-t-il, mais Margot se souvenait des documents dans son bureau. Certains traitements altérèrent le goût. « On peut commander autre chose, » proposa-t-elle. « Non, l'eau ira très bien. » Il picora dans son assiette, s'efforçant de paraître détendu malgré sa fatigue évidente. Margot mangea pour deux, parlant de tout et de rien pour combler les silences, racontant des anecdotes sur ses collègues de l'Institut, évoquant leurs projets pour l'appartement. Des projets qu'ils ne réaliseraient peut-être jamais. « Tu te souviens, » dit soudain Sébastien, « de notre premier dîner ensemble? Tu avais commandé des escargots et tu n'arrivais pas à les sortir de leurs coquilles. Et toi, tu avais essayé de m'aider, mais tu en avais fait voler un à travers le restaurant. Le serveur n'était pas content. » Sébastien sourit et pendant un instant, Margot retrouva l'homme qu'elle avait épousé. « Tu riais tellement que tu pleurais. Je pleurais surtout parce que j'étais gêné. Non, tu riais. Ce rire qui m'a fait tomber amoureux de toi. » Margot sentit sa gorge se nouer. Il parlait au passé, comme si tout cela appartenait déjà à l'histoire. Cette nuit-là, dans leur lit d'hôtel, Sébastien la prit dans ses bras pour la première fois depuis des mois. Pas pour faire l'amour, simplement pour la tenir contre lui. Margot sentait les battements irréguliers de son cœur contre sa joue, sa respiration qui se saccadait parfois. « Je t'aime », murmura-t-il dans ses cheveux. « Quoi qu'il arrive, souviens-toi que je t'aime. »« Moi aussi, je t'aime », répondit-elle, mais sa voix se brisa sur les derniers mots. Il resserra son étreinte, et elle comprit qu'il avait entendu ses larmes. Ils restèrent ainsi enlacés, chacun sachant que l'autre savait, mais incapable de briser ce fragile équilibre fait de tendresse et de terreur. Le lendemain matin, Sébastien se réveilla en sursaut, le front couvert de sueur. Margot fit semblant de dormir, mais elle l'entendit se lever silencieusement pour aller vomir dans la salle de bain. Quand il revint se coucher, elle se blottit contre lui sans rien dire. Sur le chemin du retour, ils s'arrêtèrent dans un petit café de campagne. Sébastien commanda un thé et des tartines qu'il ne toucha pas. Margot buvait son chocolat chaud en l'observant contempler le paysage par la fenêtre. « C'était un beau week-end, dit-il finalement. « Oui, » acquiesça-t-elle.
Merci de m'avoir accompagné. Merci de m'avoir emmené, j'avais besoin de ces moments. » En arrivant à Paris, alors qu'ils remontèrent l'avenue qui menait à leur appartement, Sébastien prit la main de Margot. « Tu sais que tu es la plus belle chose qui me soit arrivée, » dit-il doucement. Margot pressa ses doigts dans les siens, incapable de répondre, tant l'émotion l'étouffait. Ce soir-là, ils dînèrent en silence, mais c'était un silence différent. Pas celui de l'indifférence ou de la rancœur, celui de deux personnes qui s'aiment et qui savent que les mots sont parfois insuffisants pour dire l'essentiel. Margot savait qu'elle devrait bientôt affronter la vérité, l'obliger à parler, à accepter son aide. Mais ce soir, elle voulait juste profiter de cette paix fragile, de cet amour retrouvé, même teinté de tragédie. Demain, elle trouverait le courage de se battre pour lui. Demain, mais pas ce soir. Le mardi qui suivit leur retour d'Étretat, Margot décida qu'elle ne pouvait plus attendre. Sébastien était parti pour un de ses faux rendez-vous de travail, probablement une séance de chimiothérapie, et elle savait qu'il reviendrait épuisé, nauséeux, vidé de ses forces. Elle ne supportait plus de le voir souffrir seul. Elle fouilla de nouveau dans son bureau, mais cette fois pour rassembler tous les documents médicaux qu'elle avait trouvés. Compte rendu d'examen, prescription, courrier de la sécurité sociale. Elle étala tout sur la table de la cuisine, créant un dossier accablant de la vérité qu'il lui cachait. Puis elle appela l'hôpital. « Docteur Ramos, ici Margot Delarue, l'épouse de Sébastien. J'aimerais vous rencontrer pour parler de l'état de mon mari. » « Madame Delarue, » la voix de l'oncologue était prudente. « Votre mari ne m'a jamais autorisé à communiquer avec vous sur son dossier. Je sais qu'il a un cancer, » dit-elle d'une voix ferme. « Je sais qu'il suit une chimiothérapie. Ce que je ne sais pas, c'est à quel point c'est grave. » Un long silence. Puis, « Pouvez-vous passer cet après-midi, vers 15 heures ?» Le bureau du docteur Ramos était baigné d'une lumière douce qui contrastait avec la dureté des mots qu'il prononça. Margot écouta, pétrifiée, le diagnostic tombé comme des coups de massue. Tumeur au pancréas, stade avancé, métastase hépatique, pronostic réservé. « Combien de temps ?» demanda-t-elle, la voix blanche. « C'est difficile à dire. Avec le traitement, peut-être 6 mois, peut-être moins. 6 mois. » Margot sentit le monde s'écrouler autour d'elle. Son mari, cet homme qu'elle aimait depuis 15 ans, allait mourir dans 6 mois, et il affrontait cette réalité seul depuis des mois. « Pourquoi ne m'a-t-il rien dit ?» Le docteur Ramos la regarda avec compassion. « Votre mari est quelqu'un de très déterminé. Il a été catégorique. Vous ne deviez rien savoir. Il voulait vous épargner. » « M'épargner ?» Margot eut un rire amer. « Il pensait m'épargner en me laissant croire que notre mariage se mourait? Il m'a dit qu'il préférait que vous le quittiez en pensant qu'il ne vous aimait plus plutôt que vous restiez par pitié. » Ces mots la frappèrent comme une révélation. Tout prenait sens. Cette distance qu'il avait mise entre eux, cette froideur calculée, ces silences qui l'avaient poussé à envisager le divorce. Il avait voulu la faire fuir pour lui éviter la douleur de le perdre. Mais pourquoi a-t-il changé d'attitude ces dernières semaines? Le docteur Ramos consulta son dossier. Les derniers examens ne sont pas encourageants. Je pense qu'il a réalisé qu'il ne lui restait plus beaucoup de temps. Peut-être a-t-il voulu profiter de vos derniers moments ensemble. Margot rentra chez elle dans un état second. Elle rangea soigneusement tous les documents sur la table de la cuisine et attendit le retour de Sébastien. Quand elle entendit sa clé dans la serrure, vers 18 heures, elle était assise face à cette accumulation de preuves, les mains croisées, le visage grave. Sébastien entra dans la cuisine et s'arrêta net en voyant les papiers étalés. Son visage devint livide, puis il ferma les yeux et s'appuya contre le mur. « Depuis quand tu sais ?» demanda-t-il d'une voix à peine audible. « Depuis vendredi. J'ai rencontré Antoine Lefebvre dans le métro. » Un long silence s'installa. Sébastien s'assit lourdement face à elle, évitant son regard. « Tu as vu le docteur Ramos ?» constata-t-il en remarquant un courrier de l'hôpital parmi les documents. « Oui, il m'a tout dit. Tout. Cancer du pancréas, stade avancé, 6 mois. » Chaque mot lui brûlait la gorge. « Pourquoi, Sébastien? Pourquoi tu ne m'as rien dit ?» Il leva enfin les yeux vers elle, et elle y lut une douleur si profonde qu'elle en eut le souffle coupé. « Parce que je t'aime, » dit-il simplement. « Parce que je t'aime trop pour te transformer en infirmière, en accompagnante de mourants. Tu mérites mieux que de voir l'homme que tu as épousé se décomposer sous tes yeux. Ce n'était pas ton choix à faire, » explosa Margot, toute sa colère accumulée surgissant d'un coup. « Nous sommes mariés. Nous avons promis de nous aimer dans la maladie et la santé. Tu n'avais pas le droit de décider seul. Et toi, tu n'avais pas le droit de fouiller dans mes affaires. Si, quand mon mari ment sur son travail, quand il cache qu'il est en train de mourir, j'ai le droit de chercher la vérité. » Il se faisait face, debout, séparé par la table et par des mois de mensonges et de non-dits. Sébastien tremblait de fatigue et d'émotion. «
Tu crois que c'était facile » cria-t-il. « Tu crois que j'avais envie de t'écarter ? Chaque matin, je me levais en me disant que c'était peut-être le dernier où tu me regarderais avec amour. Chaque soir, je m'endormais en me demandant si j'aurais la force de continuer à te mentir. Alors pourquoi ? Pourquoi tu as continué ? Parce que j'ai vu ma mère s'occuper de mon père quand il avait un cancer. J'ai vu cette femme formidable se transformer en ombre d'elle-même. Passé 3 ans à le voir mourir à petit feu. Elle ne s'en est jamais remise, Margot. Jamais. » Sa voix se brisa sur les derniers mots. Margot comprit soudain l'origine de cette erreur. Il ne la fuyait pas par égoïsme, mais par un amour démesuré qui le poussait à vouloir la protéger de ce qu'il avait vécu enfant. « Je ne suis pas ta mère, » dit-elle doucement. « Et toi, tu n'es pas ton père. Comment peux-tu en être sûr ? Parce que je te connais, parce que je t'aime. » Elle contourna la table et vint se planter devant lui. « Et parce que ces derniers mois sans toi ont été pires que tout ce que ta maladie pourrait me faire endurer. » Sébastien la regarda, incrédule. « Tu dis ça maintenant, mais quand tu me verras vraiment malade, quand tu devras me porter aux toilettes, quand... » « Stop !» Elle posa ses mains sur ses joues amaigries. « Tu penses vraiment que je vais te laisser affronter ça seul ? Tu penses vraiment que je pourrais vivre en sachant que tu souffres quelque part sans moi ? Tu ne comprends pas, » murmura-t-il, des larmes coulant sur ses joues. « Je vais mourir, Margot. Dans quelques mois, je ne serai plus là. Et toi, tu auras 35 ans et toute la vie devant toi. Alors passons ces quelques mois ensemble, » supplia-t-elle. « Vraiment ensemble, sans mensonge, sans distance. Laisse-moi t'aimer jusqu'au bout. » Sébastien s'effondra contre elle, et elle le serra dans ses bras, sentant combien il avait maigri, combien il était devenu fragile. Il pleurait maintenant sans retenue, libérant des mois d'angoisse et de solitude. « J'ai si peur, » sanglota-t-il. « J'ai si peur de te quitter. Moi aussi j'ai peur, » avoua-t-elle. « Mais je préfère avoir peur avec toi que d'être en sécurité sans toi. » Ils restèrent longtemps enlacés dans cette cuisine, au milieu des documents qui révélèrent la vérité qu'ils avaient si longtemps évitée. Dehors, la nuit tombait sur Paris, mais pour la première fois depuis des mois, ils n'étaient plus seuls face à l'obscurité. La vérité était cruelle, mais elle les avait enfin réunis. Les jours qui suivirent la révélation furent étranges, comme si leur appartement parisien avait été touché par une baguette magique. La vérité, aussi terrible soit-elle, avait dissipé le brouillard de mensonges qui empoisonnait leur quotidien. Pour la première fois depuis des mois, ils se regardaient vraiment. Margot accompagna Sébastien à sa séance de chimiothérapie suivante. Elle découvrit ce service oncologique qu'il fréquentait depuis des mois, ces couloirs aseptisés où il s'était rendu seul, séance après séance. L'infirmière, Madame Rousseau, la salua avec surprise. « Ah, vous êtes donc la fameuse épouse. Sébastien nous parlait souvent de vous, mais il disait que vous étiez trop occupée pour l'accompagner. » Margot serra les dents, mesurant l'étendue des mensonges qu'il avait dû inventer pour justifier sa solitude. Elle s'installa à côté de lui pendant que la perfusion coulait lentement dans ses veines, lui tenant la main, lisant à voix haute les pages d'un roman qu'ils avaient de commencer ensemble des années plus tôt. « Tu n'es pas obligé de rester, » murmura Sébastien. « C'est long et ennuyeux. »« Je reste, » répondit-elle fermement. « Maintenant, je reste. » Les effets secondaires du traitement se révélèrent dans toute leur cruauté. Margot vit Sébastien vomir pendant des heures, incapable de garder la moindre nourriture. Elle lui tenait le front, lui apportait des serviettes fraîches, restait près de lui dans ces moments où la dignité s'effrite. « Je suis désolé, » murmurait-il entre deux nausées. « Tu ne devrais pas voir ça. »« Chut !» répondait-elle en caressant ses cheveux qui commençaient à tomber par poignées. « Je suis là. C'est tout ce qui compte. » Ils établirent de nouvelles routines. Margot prit un congé partiel à l'Institut pour être plus présente. Le matin, elle préparait des tisanes spéciales que lui avait conseillées le docteur Ramos. Le soir, elle massait délicatement les pieds de Sébastien, qui enflaient à cause des traitements. « Tu te souviens, dit-il un soir alors qu'elle lui appliquait une crème apaisante, de notre voyage en Toscane. Tu disais que tu voulais y retourner pour nos 40 ans. » Margot suspendit son geste. Leurs 40 ans. Sébastien n'y arriverait jamais. « On peut y aller maintenant, » proposa-t-elle d'une voix égale. « Si tu te sens assez fort. »« Maintenant ? Pourquoi attendre ? Nous avons économisé pour ce voyage. Autant en profiter. » Le visage de Sébastien s'illumina d'un espoir fragile. « Tu ferais ça ? Partir en voyage avec un mourant ? Je partirai au bout du monde avec l'homme que j'aime, » répondit-elle en l'embrassant doucement. Malade ou pas. Ils partirent 15 jours plus tard, après avoir obtenu l'autorisation du docteur Ramos. Florence, Sienne, San Gimignano.
Ils revisitèrent l'Italie avec une intensité nouvelle, comme si chaque paysage, chaque monument, chaque coucher de soleil devait être gravé dans leur mémoire. Sébastien se fatiguait vite, mais il refusait de renoncer. À Sienne, il grimpa les marches de la Tor del Mangia malgré son essoufflement, déterminé à voir une dernière fois cette vue panoramique qu'il avait tant aimée. Margot le suivait, prête à le rattraper s'il tombait, admirant ce courage têtu qu'elle découvrait en lui. « J'aurais voulu te donner tant d'autres voyages, » dit-il au sommet de la tour, le souffle court mais les yeux brillants. « Tu m'as donné 15 ans de bonheur, » répondit-elle. « C'est déjà énorme. » De retour à Paris, ils organisèrent un dîner avec leurs plus proches amis. Sébastien avait insisté pour tout révéler, refusant de partir sans avoir dit au revoir. La soirée fut déchirante et belle à la fois. Leurs amis pleurèrent, rirent, se souvinrent. Antoine Lefebvre évoqua leurs années d'internat, leurs gardes épuisantes, leurs rêves de jeune médecin. « Tu as sauvé tant de vies », lui dit-il avec émotion. « Tu as été un grand chirurgien. Et un mari imparfait », ajouta Sébastien en regardant Margot. « Mais aimé malgré tout. »« Surtout malgré tout », confirma-t-elle, les larmes aux yeux. Un matin d'octobre, Sébastien eut un malaise pendant son petit déjeuner. Margot appela les secours, l'accompagna aux urgences, resta à son chevet pendant qu'on l'examinait. Le docteur Ramos vint les voir dans l'après-midi. « L'évolution s'accélère », annonça-t-il avec douceur. « Il faut envisager les soins palliatifs à domicile. » Soins palliatifs. Ces mots résonnèrent dans la tête de Margot comme un glas. C'était l'antichambre de la mort, l'aveu que la médecine abandonnait le combat. « Combien de temps ?» demanda Sébastien. « Quelques semaines, peut-être un mois. » Cette nuit-là, dans leur lit d'hôpital transformé en cocon d'intimité par les rideaux tirés, ils firent l'amour pour la dernière fois. Avec une tendresse infinie, une douceur précautionneuse, comme s'ils manipulèrent du cristal. Sébastien était si amaigri que Margot avait peur de lui faire mal, mais il avait besoin de cette connexion ultime, de cette preuve que malgré la maladie, il restait l'homme qu'elle désirait. « Je t'aime », murmura-t-il contre sa peau. « Je t'aime tant que ça me fait mal. »« Moi aussi », répondit-elle. « Pour toujours. » Ils rentrèrent chez eux le lendemain avec un lit médicalisé, des perfusions, des médicaments contre la douleur. L'appartement se transforma en chambre d'hôpital, mais Margot s'efforça de préserver leur intimité. Elle disposa des photos de leur voyage sur la table de chevet, fit livrer des fleurs fraîches chaque jour, diffusa cette musique classique que Sébastien aimait tant. « Tu n'aurais jamais dû voir ça, » dit-il un jour, où la morphine le rendait confus. « Tu es trop belle pour voir mourir quelqu'un. »« C'est le plus beau cadeau que tu puisses me faire, » répondit-elle en arrangeant ses oreillers. « Me laisser t'accompagner jusqu'au bout. » Les infirmières à domicile venaient 2 fois par jour, mais c'était Margot qui veillait la nuit, qui lui donnait ses médicaments, qui lui lisait des passages de leur livre préféré quand il ne parvenait plus à dormir. Un soir, il la regarda préparer ses pilules avec ce geste précis qu'elle avait développé. « Tu seras une veuve magnifique, » dit-il soudain. « Tais-toi, répondit-elle sans lever les yeux. « Non, il faut que tu le saches. Tu seras magnifique, et tu trouveras quelqu'un qui t'aimera comme tu le mérites. Sébastien, promets-moi que tu ne resteras pas seul. » Margot posa les médicaments et vint s'asseoir près de lui. « Je ne peux pas te promettre ça. »« Si, tu peux, et tu dois, pour moi. » Elle acquiesça en pleurant, sachant que c'était un mensonge, mais comprenant qu'il avait besoin de cette promesse pour partir en paix. Cette nuit-là, Sébastien dormit paisiblement pour la première fois depuis des semaines. Margot resta éveillée à ses côtés, écoutant sa respiration régulière, gravant dans sa mémoire chaque détail de cet homme qu'elle aimait et qui s'en allait. Dehors, Paris continuait sa vie nocturne, indifférente à leur tragédie intime. Mais dans cette chambre, l'amour était plus fort que la mort qui rôdait, encore un peu plus fort. Novembre s'installa sur Paris avec cette mélancolie propre aux fins d'automne. Les feuilles dorées des platanes de leur rue tourbillonnaient devant les fenêtres de l'appartement, comme un ballet silencieux que Sébastien observait depuis son lit médicalisé installé dans le salon pour qu'il puisse voir la scène. Ses forces déclinaient rapidement. Les morphiniques l'aidaient à supporter la douleur, mais l'embrumaient aussi. Il passait de longs moments dans un demi-sommeil, parlant parfois à des personnes invisibles, sa mère décédée, des collègues d'autrefois, des patients qu'il avait sauvés. « Docteur Moreau est dans le couloir », murmura-t-il un après-midi, les yeux fermés. Il dit que l'opération s'est bien passée. Margot ne le corrigeait plus. Elle avait appris que dans ces moments-là, il valait mieux l'accompagner dans ses voyages intérieurs que le ramener brutalement à la réalité. « C'est bien », répondait-elle doucement. « Vous avez fait du bon travail. » Un sourire apaisé éclairait alors son visage amaigri. Les journées avaient pris un rythme particulier.
Le matin, Margot l'aidait à faire sa toilette, geste intime qui les rapprochait plus qu'il ne l'avait jamais été. Elle découvrait son corps transformé par la maladie, avec la même tendresse qu'elle avait découvert ses caresses 15 ans plus tôt. « Je ne ressemble plus à rien », murmurait-il parfois, gêné par sa maigreur extrême. « Tu ressembles à l'homme que j'aime », répondait-elle invariablement. « C'est tout ce qui compte. » L'après-midi, quand il avait la force, elle lui lisait des passages de Proust, cet auteur qu'ils avaient découvert ensemble et qui les avait accompagnés toutes ces années. Sa voix se faisait berceuse, transformant les phrases complexes en mélodies apaisantes. « À la recherche du temps perdu », répéta-t-il un jour, après qu'elle eut refermé le livre. « Nous, on l'a trouvé, notre temps. Ces derniers mois, c'est le plus beau cadeau que tu m'aies fait. » Margot sentit sa gorge se serrer. Le plus beau, c'était ton sourire, ce fameux soir, celui qui a tout changé. Je savais que c'était risqué de te sourire ainsi, que tu pourrais t'attacher de nouveau. Et tu as pris le risque quand même, parce que même condamné, j'avais envie de t'aimer encore. Certains soirs, des amis passaient rendre visite. Antoine Lefebvre venait régulièrement, apportant des nouvelles de l'hôpital, racontant des anecdotes qui faisaient encore rire Sébastien. Amélie accompagnait parfois Margot dans ces moments difficiles, l'aidant à tenir le coup quand l'épuisement la gagnait. « Tu es sûr que tu veux rester seule avec lui la nuit ?» s'inquiétait-elle. « Je peux dormir ici, t'aider. »« Non, » répondait fermement Margot. « Ces moments nous appartiennent, à lui et à moi. » Un matin de la mi-novembre, Sébastien ne parvint pas à se lever. Ses jambes ne le portaient plus. Le docteur Ramos, appelé en urgence, fut formel. « C'est une question de jours maintenant. » Cette annonce qu'ils attendaient pourtant les frappa comme un coup de poing. Quelques jours, plus quelques semaines, plus quelques mois, quelques jours seulement. « J'aurais voulu voir le printemps avec toi », murmura Sébastien ce soir-là, les yeux fixés sur la fenêtre où la nuit tombait précocement. « Tu le verras », répondit Margot. « D'une autre façon, mais tu le verras. » Il tourna la tête vers elle, ses yeux bleus qu'elle aimait tant maintenant cernés de noir mais toujours aussi expressifs. « Tu crois qu'il y a quelque chose après ? Je ne sais pas. Mais si c'est le cas, tu seras le plus beau des anges. » Il sourit faiblement. Un ange neurosylin. Ça ne court pas les rues. Cette pointe d'humour dans un moment si grave était tellement lui que Margot éclata en sanglots. Pas de tristesse cette fois, mais de gratitude. Gratitude d'avoir connu cet homme, d'avoir partagé sa vie, d'être là pour ses derniers mots. Le lendemain, Sébastien demanda à voir une dernière fois son bureau. Margot l'installa dans son fauteuil roulant et l'y accompagna. Il contempla longtemps ses diplômes accrochés au mur, ses livres de médecine, cette photo d'eux le jour de sa soutenance de thèse. « J'aurais voulu faire plus, dit-il, sauver plus de vies, être un meilleur mari. »« Tu as été parfait, » murmura Margot agenouillée près de lui. « Imparfait, humain, mais parfait pour moi. » Il ouvrit le tiroir de son bureau et en sortit une enveloppe. « Pour plus tard, » dit-il en la lui tendant, « quand tu seras prête. » Margot prit l'enveloppe sans l'ouvrir, comprenant que c'était ses dernières volontés, ses derniers mots pour elle. Cette nuit-là fut différente. Sébastien dormait par à-coups, se réveillant parfois en sursaut. Vers 3 heures du matin, il ouvrit les yeux et la chercha du regard. « Margot, je suis là. J'ai peur, » avoua-t-il simplement. Elle se glissa dans le lit médicalisé, aussi délicatement que possible, et le prit dans ses bras. Il était si léger maintenant, si fragile. « Moi aussi j'ai peur, » chuchota-t-elle. « Mais on est ensemble. Tu vas me manquer, » murmura-t-il contre ses cheveux. « Toi aussi tu vas me manquer, tellement. » Ils restèrent ainsi enlacés jusqu'à l'aube, écoutant les bruits de Paris qui s'éveillaient. Première fois peut-être que la ville leur semblait si vivante, si précieuse. « Margot, » dit-il alors que la lumière du matin filtrait doucement à travers les rideaux. « Oui, merci de m'avoir laissé t'aimer. Merci de m'avoir aimé. » Il ferma les yeux et soupira doucement comme soulagé. Sa respiration se fit plus calme, plus espacée. Margot comprit que c'était le début de la fin. « Je reste avec toi, » murmura-t-elle, « jusqu'au bout. » Le soleil se levait sur la Seine, dorant les eaux du fleuve qu'ils avaient tant de fois contemplées ensemble. Et dans cette lumière dorée du matin, Sébastien Delarue s'en alla doucement, paisiblement, la main de Margot dans la sienne. Comme il était venu dans sa vie 15 ans plus tôt, en lui offrant son cœur. Les derniers mots qu'elle entendit furent « Je t'aime, monsieur ». Et pour la première fois depuis des mois, ce fut elle qui eut le dernier mot, moi aussi, pour l'éternité. 6 mois après la mort de Sébastien, Margot se tenait devant la fenêtre de leur appartement, observant les premières bourgeons du printemps sur les arbres de la Seine. Ce printemps qu'il avait tant voulu voir avec elle était arrivé, et elle le regardait pour deux. Les premiers temps avaient été un brouillard de formalités, de condoléances, de silences assourdissants.
L'appartement résonnait d'échos fantômes, le bruit de ses clés sur la console, sa toux matinale, le murmure de sa voix au téléphone. Margot avait appris à vivre avec ces présences invisibles qui la consolaient autant qu'elle la déchiraient. Elle avait ouvert sa lettre un mois après les obsèques, quand la douleur brute avait laissé place à cette mélancolie plus douce qui permet de respirer. Les mots de Sébastien l'avaient fait pleurer et sourire à la fois. « Ma monsieur chéri, si tu lis ces lignes, c'est que j'ai tenu ma promesse. Je suis parti en paix, entouré de ton amour. Tu as été ma plus belle rencontre, ma plus grande fierté, ma raison de me battre jusqu'au bout. Je sais que tu auras envie de t'enfermer dans nos souvenirs, de transformer notre appartement en mausolée. Ne le fais pas. Vis, voyage, aime encore. Pas par oubli, mais par fidélité à ce que nous avons partagé. Tu m'as appris que l'amour véritable survit à tout, même à la mort. Porte-le en toi comme une lumière, pas comme une chaîne. Ton Sébastien, pour toujours. » Ces mots l'avaient guidé dans les choix difficiles qui avaient suivi. Garder l'appartement ou déménager? Reprendre le travail immédiatement ou prendre du temps? Accepter les invitations ou cultiver la solitude? Elle avait choisi la vie, pas l'oubli, jamais l'oubli, mais la vie. Margot avait repris son poste à l'Institut, trouvant dans la restauration des œuvres d'art une métaphore apaisante de sa propre reconstruction. Redonner beauté et cohérence à ce qui avait été abîmé par le temps était devenu sa façon de penser ses propres blessures. « Comment tu fais ?» lui avait demandé Amélie un jour. « Comment tu arrives à sourire, à travailler, à continuer ?»« Parce qu'il me l'a appris », avait répondu Margot simplement. « Pendant des mois, j'ai cru qu'il m'abandonnait. En réalité, il me préparait à vivre sans lui. » Un soir de mars, en rentrant de l'Institut, Margot découvrit un jeune homme assis sur les marches de son immeuble. Il se leva à son approche, visiblement nerveux. « Madame Delarue, je suis Lucas Bertrand. Votre mari, le docteur Delarue m'a opéré il y a 5 ans, d'un anévrisme. » Margot s'arrêta intriguée. Depuis la mort de Sébastien, elle avait reçu de nombreuses lettres de patients reconnaissants, mais c'était la première fois que l'un d'eux venait la voir. « Je voulais vous rencontrer, » continua le jeune homme, « pour vous dire, grâce à votre mari, j'ai pu terminer mes études, me marier, avoir ma fille. Elle s'appelle Margot. »« Margot ?» répéta-t-elle, surprise. « Le docteur nous avait parlé de vous pendant ma convalescence. Il disait que vous étiez la femme la plus courageuse qu'il connaisse, celle qui redonnait vie aux choses cassées. Quand notre fille est née, ma femme et moi avons su qu'elle devait porter votre prénom. » Margot sentit ses yeux s'embuer. Quelque part dans Paris, une petite fille portait son prénom en hommage à l'homme qu'elle avait aimé. Sébastien continuait à exister à travers tous ces gestes, toutes ces vies qu'il avait touchées. « Il serait fier de vous voir, » dit-elle au jeune père. « Vous lui donniez sens à son métier. » En mai, Margot prit une décision qui surprit tout son entourage. Elle s'inscrivit à un cours de cuisine italienne. Pas par goût particulier pour la gastronomie, mais parce que Sébastien avait toujours rêvé d'apprendre à faire de vraies pâtes fraîches. « Je le fais pour lui, » expliqua-t-elle à Amélie qui l'accompagnait parfois, pour réaliser ses rêves inachevés. Le professeur, un Italien passionné du nom de Marco, remarqua rapidement cette élève particulière qui cuisinait avec une concentration presque religieuse. « Vous cuisinez avec votre cœur, » lui dit-il un jour. « C'est rare. Je cuisine pour quelqu'un qui n'est plus là pour goûter, » répondit-elle simplement. Marco hocha la tête avec compréhension. L'amour ne s'arrête pas avec la mort. Il change de forme, c'est tout. Cette phrase la suivit longtemps. L'amour ne s'arrête pas, il change de forme. Celui qu'elle portait pour Sébastien s'était transformé en tendresse pour les autres, en compassion pour les malades qu'elle croisait, en gratitude pour chaque jour qui lui était donné. En juin, 1 an après leur dernière visite, elle retourna seule à Étretat. Elle gravit les falaises qu'ils avaient escaladées ensemble, s'arrêtant à l'endroit exact où ils s'étaient embrassés pour la première fois en contemplant la mer. Le vent qui fouettait son visage portait des parfums de sel et d'éternité. Elle sortit de son sac une petite boîte contenant une partie des cendres de Sébastien et les dispersa doucement dans les vagues. « Tu aimais tellement cet endroit, » murmura-t-elle. « Maintenant, tu en fais partie pour toujours. » En redescendant vers le village, elle croisa un couple de jeunes mariés qui se faisaient photographier devant la mer. Leur rire cristallin résonnait dans l'air marin et au lieu de la mélancolie attendue, Margot ressentit une joie profonde. L'amour continuait, sous d'autres visages, dans d'autres cœurs. De retour à Paris, elle trouva une lettre de l'hôpital Pitié-Salpêtrière. Le service de neurochirurgie souhaitait créer une bourse d'études au nom de Sébastien pour aider de jeunes médecins issus de milieux modestes. Voulait-elle participer à ce projet? Margot sourit en relisant la proposition.
C'était exactement le genre d'initiative que Sébastien aurait soutenue. Elle décrocha son téléphone pour donner son accord. Ce soir-là, pour la première fois depuis des mois, elle dressa la table pour deux. Elle prépara ses pâtes fraîches qu'elle avait apprises à faire, ouvrit une bouteille de ce vin rouge qu'il partageait autrefois, alluma les bougies qu'il aimait tant. « Bonsoir, mon amour », dit-elle à la chaise vide en face d'elle. « J'ai des choses à te raconter. » Elle lui parla du petit Lucas et de sa fille, de ses cours de cuisine, de la bourse qui porterait son nom. Elle lui raconta les couchers de soleil qu'elle regardait pour lui, les opéras qu'elle écoutait en pensant à lui, cette vie qu'elle continuait à vivre en son honneur. « Tu avais raison », murmura-t-elle, en levant son verre vers la fenêtre où brillaient les lumières de Paris. « L'amour véritable ne meurt jamais. Il grandit, il se transforme, il devient plus grand que nous. Dehors, la ville pulsait de 1000 vies, de 1000 amours qui naissaient, grandissaient, se transformaient. Et quelque part dans cette symphonie urbaine, Margot savait que l'écho de leur amour résonnait encore, plus fort que jamais. Elle n'était plus la femme qui envisageait le divorce par lassitude, ni celle qui découvrait horrifiée la maladie de son mari. Elle était devenue celle que l'amour avait transformée, une femme capable de porter la beauté du passé sans s'y enfermer, de regarder l'avenir sans trahir ses souvenirs. En se couchant ce soir-là dans ce lit qu'elles habitaient désormais seules, Margot pensa à ce sourire inattendu qui avait tout changé. Un simple sourire avait suffi à rallumer leur amour, à leur offrir quelques mois de bonheur intense, à lui apprendre que l'amour véritable ne connaît pas de fin, et demain elle continuerait à sourire. Pour lui, pour elle, pour tous ceux qui croient encore que l'amour peut triompher de tout, même de l'absence, surtout de l'absence. Le café du Marais bourdonnait de conversations matinales quand Margot poussa la porte, une enveloppe à la main. Elle avait rendez-vous avec Dr Ramos pour la remise annuelle de la bourse Sébastien Delarue. 5 ans déjà que cette tradition existait, 5 ans qu'elle voyait de jeunes médecins brillants recevoir cette aide qui leur permettait de poursuivre leurs études. « Margot !» Une voix familière la fit se retourner. Antoine Lefebvre l'accueillait avec ce sourire chaleureux qu'elle lui connaissait depuis toujours. « Comment allez-vous ?»« Bien, Antoine. Très bien même. » C'était vrai. À 40 ans, Margot rayonnait d'une sérénité nouvelle. Ses cheveux, qu'elle portait désormais plus courts, encadraient un visage apaisé. Elle dirigeait maintenant le département de restauration de l'Institut, avait publié un livre sur les techniques de rénovation des œuvres du XVIIIe siècle et donnait des conférences dans toute l'Europe. « Et votre école de cuisine ?» demanda Antoine avec un clin d'œil complice. Margot sourit. L'année précédente, elle avait ouvert un petit atelier culinaire dans le 11e arrondissement, enseignant les secrets de la cuisine italienne qu'elle avait appris en hommage à Sébastien. Ça marche bien. Marco m'aide toujours et nous avons une liste d'attente. Sébastien serait fier de vous. Je l'espère. Ils parlèrent encore quelques minutes, évoquant des souvenirs partagés, des nouvelles de l'hôpital, cette vie qui continuait de tisser des liens entre ceux qui avaient aimé Sébastien. Plus tard, dans le bureau du docteur Ramos, Margot remit l'enveloppe contenant le chèque de la bourse à Léa Moreau, une jeune femme de 24 ans, aux yeux brillants d'ambition et de reconnaissance. « Merci, Madame Delarue », dit la jeune femme avec émotion. « Cette bourse va me permettre de terminer ma spécialisation en neurochirurgie pédiatrique. Je veux sauver des enfants, comme votre mari sauvait des adultes. » Margot sentit son cœur se serrer doucement. « Il aurait adoré vous rencontrer. Vous avez cette étincelle qu'il cherchait chez ses internes. » En sortant de l'hôpital, Margot décida de marcher jusqu'à la Seine. Ces promenades au bord de l'eau étaient devenues un rituel, un moment de connexion avec tous les souvenirs heureux qu'elle avait partagés avec Sébastien. Sur le pont Neuf, elle s'arrêta pour regarder les bateaux-mouches glisser sur le fleuve. Une famille de touristes japonais demanda à un passant de les prendre en photo. L'homme accepta gentiment, et Margot observa cette scène banale avec un sourire attendri. « Excusez-moi », dit soudain une voix derrière elle. « Vous pourriez nous prendre en photo ?» Margot se retourna. Un couple d'une 50aine d'années la regardait avec espoir, appareil photo à la main. L'homme avait des cheveux grisonnants et des yeux rieurs. La femme, élégante dans son manteau bordeaux, lui souriait avec cette timidité des touristes qui abordent les Parisiens. « Bien sûr », répondit Margot en prenant l'appareil. Pendant qu'elle cadrait leur photo avec la Seine en arrière-plan, l'homme dit quelque chose qui la fit frémir. « C'est notre voyage de noces tardif. Nous nous sommes mariés il y a 6 mois, après nous être retrouvés 20 ans plus tard. »« 20 ans !» répéta Margot, intriguée malgré elle. « Nous étions fiancés dans notre jeunesse, » expliqua la femme, en rougissant légèrement. « Puis la vie nous a séparés. Nos chemins se sont recroisés l'année dernière, et nous avons compris que l'amour véritable n'oublie jamais.
Margot prit plusieurs photos, émue par cette histoire qui résonnait étrangement avec la sienne. Après avoir rendu l'appareil, elle resta quelques instants à les regarder s'éloigner, main dans la main, leur rire se mêlant au bruit de la circulation. L'amour véritable n'oublie jamais. Ces mots l'accompagnèrent jusqu'à son appartement, où elle retrouva l'atmosphère feutrée qu'elle avait créée au fil des années. Les photos de Sébastien étaient toujours là, mais elles ne dominaient plus l'espace. Elles cohabitaient harmonieusement avec ses nouvelles passions, ses livres de cuisine, ses carnets de voyage, cette toile qu'elle avait commencé à peindre pendant ses cours du soir. Ce soir-là, en préparant ses pâtes fraîches devenues sa spécialité, Margot repensa à ce couple de touristes. Leur histoire lui avait rappelé une vérité qu'elle portait en elle sans oser se l'avouer. Elle était prête à laisser entrer de nouveau l'amour dans sa vie, sans trahir celui qu'elle avait vécu avec Sébastien. « Tu avais raison », murmura-t-elle en levant son verre de vin vers la photo de leur mariage qui trônait toujours sur la cheminée. Car le cœur humain est assez grand pour contenir plusieurs amours. Le lendemain matin, en se rendant à son atelier de cuisine, Margot croisa Thomas, le libraire de la rue voisine. Cet homme discret d'une quarantaine d'années lui souriait toujours gentiment quand elle passait acheter ses romans. Depuis quelques mois, leurs échanges s'étaient approfondis. Recommandations littéraires, conversations sur l'art, café partagé après ses cours. « Margot, comment allez-vous ?»« Très bien, Thomas. Et vous ?»« J'ai reçu ce livre que vous cherchiez, sur les techniques de restauration vénitienne. » Ils parlèrent en quelques minutes, et quand Thomas lui proposa de déjeuner ensemble le week-end suivant, Margot n'hésita qu'une seconde. « Avec plaisir, » répondit-elle. Ce n'était qu'un déjeuner, rien de plus, mais c'était un commencement, et les commencements avaient toujours eu quelque chose de magique dans la vie de Margot. En arrivant à son atelier, elle découvrit un bouquet de tournesol posé devant la porte avec un petit mot. « Pour celle qui apprend aux autres à cuisiner avec amour, merci pour tout, vos élèves. » Margot sourit en respirant le parfum des fleurs. La vie lui offrait tant de petits bonheurs qu'elle avait appris à savourer, et quelque part, elle savait que Sébastien approuvait cette nouvelle capacité qu'elle avait développée, celle de recevoir l'amour sous toutes ses formes. Car l'amour, elle l'avait compris, n'était pas un trésor qu'on garde jalousement. C'était une rivière qui coule, se transforme, irrigue de nouveaux territoires sans jamais oublier sa source. Et sa source, c'était ce sourire inattendu, par un soir d'automne, qui avait rallumé une flamme destinée à brûler pour l'éternité. Fin, pourriez-vous pardonner à quelqu'un qui a caché une maladie terminale pour vous protéger de la souffrance? Margot a découvert que Sébastien avait affronté le cancer seul pendant des mois pour lui épargner la douleur. Mais ce genre de protection ne fait-il pas encore plus mal? Que feriez-vous à sa place? Seriez-vous reconnaissant pour l'intention ou vous sentiriez-vous trahi par le mensonge? Votre participation sur la chaîne est très importante. Veuillez laisser votre opinion dans les commentaires. Merci d'avoir regardé. Vos réactions sont très importantes pour notre travail. Laissez-nous un commentaire pour nous dire ce que vous pensez et d'où vous regardez. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne rien manquer. Votre participation est très importante pour la poursuite de notre travail, alors partagez-la avec ceux qui aimeront cette histoire.